Il y a simplement une voix qui apparaît dans ta tête avec un certain timbre, une certaine intonation. Peut-être qu'elle peut même te pousser à faire quelque chose. Je voulais choquer le public avec des actions provocantes. Il y avait des propos, des paroles grossières et vulgaires. Ou faire frire des insectes à la poêle. J'avais le mot asile en tête. Quel asile? Vous plaisantez? J'ai juste besoin d'un comprimé, je vais bien, je me lave les mains. La maladie de vampire est une maladie génétique rare qui peut être transmise, qui peut apparaître dans la vie ou peut-être pas. Au début, j'ai ressenti une douleur. On m'a fait 2 opérations diagnostiques. Ils n'ont rien trouvé. Mais la douleur persistait et rien n'y faisait. J'avais simplement mal au ventre. Mentalement, j'ai commencé à changer. Je n'en parlais à personne parce que j'avais peur, bien sûr, au cas où je serais là-bas. J'avais un travail, mais j'avais l'impression de m'être tout simplement perdue. En plus, ma vue devenait floue. C'est-à-dire que c'est l'un des signes de troubles mentaux. Il y a environ 1 an et demi, j'ai commencé à avoir des sortes d'hallucinations visuelles, on peut dire, et il me semblait que quelqu'un me parlait. Une voix surgit simplement dans ma tête, avec un timbre et une intonation particuliers. Peut-être cette voix peut te pousser à faire quelque chose. Mais le psychologue m'a dit « Tu dois te lier d'amitié avec les voix, parce que tout cela est le fruit de notre imagination, ça vient de nous. » Pour faire simple, je cite Zemfira. Je tombe malade à cause de la rancœur envers les gens. J'avais toujours l'impression que les gens étaient tous mauvais. Et peut-être que ça s'est transformé en ce désir de me laver d'eux. Ma maladie est apparue à 18 ans, lors de ma 2e année à l'université. Chez moi, ça a commencé à se manifester à la résidence universitaire. À la résidence universitaire, on m'a attribué une chambre avec des filles qui, encore une fois, n'étaient pas très agréables pour moi. Je n'ai jamais voulu être ordonnée. Adolescente, voilà, ma chambre était en désordre et je le vivais très bien. D'abord, je rangeais mes affaires, puis je les triais par couleur, les alignais parfaitement et les disposais comme sur une feuille A4. Ensuite, moi, j'ai commencé à faire la poussière tous les jours, puis j'ai commencé à faire la poussière 2 fois par jour. Au début, j'ai commencé à me laver les mains pendant 5 minutes, ce qui était déjà très long. Ensuite, j'en suis arrivée à me laver jusqu'au coude pendant 15 minutes, jusqu'à ce que le sang commence à couler. Le temps de lavage des mains est passé d'1 minute à 15 minutes. Cela a augmenté tout au long de l'année. Au début, j'attribuais cela à un perfectionnisme qui venait de se réveiller. Quand j'ai commencé à laver ma veste après chaque visite à l'université et à craindre d'y aller à cause de la saleté, je n'avais plus le temps d'étudier. Parce que je rentrais chez moi et je devais laver tous mes vêtements. Je n'avais pas de machine à laver, je lavais tout à la main. Ma toute première crise est survenue après la mort de ma grand-mère et de mon grand-père. J'ai fait une tentative de parasuicide. Moi, c'était plutôt spontané et je ne me rendais pas compte de ce que je faisais. J'avais des hallucinations très fortes. D'abord, mes pensées ont commencé à se mélanger, puis des idées délirantes ont commencé à me venir. Ma mère a un frère, mon oncle, et j'avais l'impression qu'il me poursuivait. J'avais l'impression qu'il allait faire irruption dans la maison et me faire quelque chose. Je l'ai senti dans mon dos, comme si ça m'a poussé à sauter. J'ai brisé la vitre et j'ai sauté du 3e étage. Je me souviens seulement d'avoir été transportée en ambulance, on m'a emmenée à l'hôpital et je me suis réveillée en réanimation. Au début, moi, je ne comprenais pas que j'avais des fractures, je ne ressentais aucune douleur du tout. Quand j'ai repris connaissance, c'est plutôt le remords de ce que j'avais fait qui m'a envahi. Avant, j'étais un troll sur Internet, mais c'était comme une habitude obsessionnelle. Quelque chose m'a impressionné et j'ai décidé de provoquer un peu. En même temps, dans la vie de tous les jours, j'étais timide, réservé, j'avais tout le temps peur de quelque chose. Et j'ai appris que j'avais une schizophrénie paranoïde tout à fait par hasard. Je devais passer des tests. À l'époque, je pouvais trouver un emploi de designer dans une entreprise pour personnes handicapées. Le premier signe important, c'est qu'en 5e, j'avais déjà un autre diagnostic. C'était la trichotillomanie. Là, j'ai commencé à m'arracher cils et sourcils. Ma mère m'a emmenée chez un dermatologue qui a dit que tout allait bien. Ma mère a vite compris que c'était moi et m'a emmenée chez une psychologue. Mais cela n'a rien donné et tout s'est arrêté, en quelque sorte. On s'est résignés, ma mère et moi, et on a appris à vivre avec.
J'étais un enfant assez agressif, avec des sautes d'humeur, des accès de colère. Je voulais tout le temps qu'on me laisse tranquille. Mais en même temps, je voulais choquer le public par des actions provocantes. Il y avait des propos grossiers et vulgaires devant les adultes, ou bien je faisais frire des insectes à la poêle. Mes parents ont remarqué mes bizarreries de comportement et déjà quand j'avais 6 ans, ils m'ont inscrit auprès des services sociaux. À Bechteleva, que j'ai oublié. On me reprochait cela, on me grondait et on me tapait derrière la tête. Je ressentais une certaine satisfaction face aux émotions négatives des autres. Je me nourrissais comme un vampire énergétique, un peu comme un troll. Mais heureusement, quelque part entre 12 et 15 ans, ça a commencé à disparaître chez moi. Je suis devenu plus empathique, j'ai arrêté de tourmenter les insectes et encore plus les animaux domestiques. J'ai eu des cochons d'Inde à la maison. Je comprends déjà maintenant que les premiers signes pouvaient être la dépression que j'avais depuis l'âge de 13 ans. Je me souviens très bien de mon repli sur moi-même par rapport aux gens. C'est probablement la première chose et la plus importante, ce repli vis-à-vis des autres. Ma vie était tout à fait ordinaire. Comme tous les enfants, j'allais d'abord à la maternelle. Ma maladie a commencé justement quand j'ai terminé l'école, ce même été, on peut dire, quand j'avais déjà déposé mes dossiers pour le collège. J'ai eu ma première poussée. Je suis arrivée à Novinky déjà dans un état, d'hystérie. Tous mes vêtements étaient lavés, tout était simplement lavé, et j'ai dû partir simplement avec les affaires de mon copain. Je pleurais, j'avais les mains toutes gercées, j'étais déjà en train de pleurer. Je disais juste, s'il vous plaît, faites quelque chose. Je pensais qu'on allait me donner des comprimés et que tout irait bien, mais on m'a dit de m'allonger. Pour moi, c'était comme si on m'avait frappé à la tête avec une hache. J'étais là, comment ça? J'avais asile en tête, donc je vais y aller, je veux dire. Quoi? Et moi, quel asile? Mais enfin, de quoi vous parlez? J'ai juste besoin d'un médicament, je vais bien, je me lave les mains, vous êtes sérieux? Ils m'ont fait entrer sans attendre. Je travaillais dans le service d'élite des nouveautés, comme tout le monde le disait. Je n'étais pas avec des Napoléons ou autres, non. Et ce mois-là, c'était un mois d'acceptation et de prise de conscience. Bien sûr, c'est grâce aux médecins qui m'expliquaient ce qui m'arrivait. Après les nouveautés, j'ai dit à mes parents que j'avais besoin d'une psychothérapie. Autrement, je ne peux tout simplement pas. Il n'y a pas d'autre moyen, excusez-moi s'il vous plaît. On avait quelques économies, pas beaucoup, quelque chose comme $1000, peut-être 1500, je ne me souviens plus, c'était des économies de mes parents, voilà. Tant qu'elles duraient, j'allais chez le psychothérapeute. Cela m'a au moins aidé à sortir normalement de la maison. Après ma première hospitalisation, on m'a prescrit des médicaments et une thérapie. Au début, je les prenais. Je suis retournée à l'université, j'ai terminé des cours de cuisine, puis des cours de pâtisserie. Et ensuite, je me suis sentie très bien et j'ai décidé que je n'avais plus besoin de médicaments. Je n'en ai pas parlé à mon psychiatre de secteur et j'ai arrêté de les prendre. Et il s'est avéré que j'ai de nouveau fait une rechute. Un jour, une nuit, j'ai attaqué ma mère, je l'ai frappée. Ma mère a appelé une ambulance et la police. Ma mère a eu une commotion cérébrale et moi, j'ai été envoyée à Novinky. Actuellement, mon traitement consiste à prendre un antidépresseur et un neuroleptique. Malgré les médicaments, il reste encore des symptômes résiduels. Il m'arrive encore parfois de penser que les gens parlent de moi entre eux. En Biélorussie, mon cas fait partie des 6. Il n'y a que 6 personnes et aucun centre pour traiter cette maladie. Mon traitement consiste à mener une vie saine, à ne pas prendre certains médicaments et à bénéficier d'un soutien psychologique. À l'hôpital, ils ne peuvent que me faire des perfusions pour l'instant. Je peux donc aller à la polyclinique en hôpital de jour pour une perfusion. En ce qui concerne l'aide psychologique, les échanges avec les gens, les visites chez les psychologues, À un moment donné, je pensais qu'il y avait un complot contre moi. J'ai arrêté de prendre mes comprimés. Après cela, je suis devenu plus impressionnable. J'ai eu du mal à dormir. Mon pouls s'est accéléré et mon stress a augmenté. Cette histoire peu glorieuse s'est finie par une bagarre avec mon père. Après cela, j'ai décidé qu'il valait mieux ne pas expérimenter ainsi avec l'arrêt des médicaments. Actuellement, je prends un seul neuroleptique. Il me reste encore une certaine tendance à la provocation, encore une fois. Il y a aussi des contradictions dans ma façon de penser. Aujourd'hui, j'aime. Demain, je n'aime plus. Après-demain, j'inventerai encore autre chose.
Ma famille sait tout, donc tout va bien. Quant aux amis, beaucoup ne comprenaient pas. Beaucoup ne me comprennent toujours pas parce qu'il y a eu de très grands changements. Je me sens comme une personne complètement différente, mais vous savez, je me suis toujours considérée comme une très bonne amie. Mais il est arrivé un moment où j'ai simplement eu envie de tout dire après l'apparition de cette maladie, de leur dire tout ce que j'avais sur le cœur, par exemple. Eh bien, beaucoup se sont éloignés à cause de cela, ils se sont éloignés d'eux-mêmes, et j'ai pensé que c'était nécessaire. Mes voisins me soutiennent beaucoup, c'est-à-dire qu'ils voyaient que je marchais en étant faible, que je pouvais faire des choses étranges. Ils ont commencé à me soutenir maintenant. Les parents éloignés, il me semble qu'ils ne comprennent toujours pas très bien ce qui m'arrive. Ils ont dit à ma mère que j'avais tout inventé pour éviter l'université et rester à l'hôpital comme si c'était plus simple. Voilà, une simulatrice, c'est quoi tout ça? Ils pensaient toujours ainsi. Au début, maman pensait ainsi. Elle voyait bien que j'étais à l'hôpital et parlait avec les médecins qui... Ils lui disaient « Allô madame, c'est sérieux ». Mais elle a commencé à écouter et semble maintenant comprendre. Donc elle réalise que j'ai un trouble obsessionnel compulsif, mais encore une fois, pas complètement. Mon père acceptait ça en silence, comme si on lui avait dit que sa fille abattée avait une bronchite, pensant simplement « D'accord, il faut des médicaments et un médecin ». Voilà, c'était comme ça. Après que j'ai frappé ma mère, elle m'en a parlé. Maman m'a pardonné, elle a dit qu'elle comprenait que ça soit arrivé. Parce que ma maladie s'est aggravée et elle ne m'en veut plus du tout. Papa était venu me voir à l'hôpital, il s'inquiète beaucoup pour moi. Maman et papa m'aiment beaucoup et me protègent. Mes amis me soutiennent énormément. Elle me soutient. Mon père, au moins, me soutient par solidarité masculine et par de bons conseils. Ma relation avec lui s'est améliorée. Eh bien, il y a aussi mon amie qui m'aide. Je la considère comme un amour non partagé. Elle m'emmène à des événements comme faire du sport ou aller courir, par exemple. Ça me soutient moralement. Bon, à ce moment-là, j'avais un petit ami. On était ensemble depuis environ 5 ans déjà. C'était vraiment un amour de lycée qui a duré longtemps. Au début, il essayait de lutter avec moi contre ça. Il nettoyait courageusement les murs avec moi. La nuit, il voyait tout ça. Il m'arrivait vraiment de faire des crises d'hystérie. Je pouvais juste tomber, littéralement me débattre en hurlant, me griffer le visage. C'est juste ma façon d'être. Je comprends que c'est dur, surtout après avoir commencé une relation avec une fille normale. Et bien sûr, c'est juste devenu impossible. Disons que ça s'est accumulé goutte après goutte. Et en fait, il n'a pas supporté. Donc, on a dû se séparer. Je suis restée longtemps sans relation, puis j'ai eu une relation. Et c'était avec une personne qui me comprenait. J'ai passé longtemps en réanimation, mais il m'a beaucoup soutenue, c'est-à-dire qu'il m'a remise sur pied. Son apparition m'a aidée à surmonter les moments les plus difficiles, surtout sur le plan mental. La peur des femmes m'est venue parce que ma mère me frappait souvent quand j'étais enfant, ce qui fait que d'ailleurs je n'ai jamais eu de relation. Néanmoins, je prévois de me débarrasser de cette phobie, d'épouser une fille très belle, attentionnée et surtout en bonne santé. Je prévois d'avoir 5 enfants, 4 filles et un garçon, et je veux que le garçon soit l'aîné. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé de compagnon de vie. Je rêve d'avoir une famille. Je veux une grande famille, avec au moins 3 enfants. Mais je pense que je dois d'abord guérir et ensuite seulement penser à fonder une famille. En ce moment, j'ai un petit ami qui, disons, accepte presque complètement le trouble obsessionnel compulsif. Nous vivons ensemble, il corrige mon comportement, on va dire. Il n'y a vraiment aucun problème. Il se lave les mains, il sait le faire. Dans l'appartement, il y a des zones réservées aux invités. Les invités viennent dans la cuisine, il y a aussi les toilettes et le salon, mais personne ne va dans notre chambre. C'est seulement pour moi, c'est juste un espace qui m'est réservé. L'armoire d'Yokum, surtout ma moitié, est encore mieux que la chambre. Personne n'a le droit d'y aller, d'y respirer, ni d'ouvrir les portes. Quand je pars, pour que tout le monde comprenne, je le scotche. Chez moi, très peu de personnes peuvent utiliser les toilettes, seulement un cercle restreint. C'est difficile à expliquer à des connaissances. Voilà, et j'en ai vraiment honte, j'ai très honte de ça. Par exemple, l'oncle de mon copain ne comprend pas, même s'il connaît sûrement le diagnostic. Et je me sens tellement mal à l'aise tout le temps, genre tu vois, il va dans nos toilettes, puis genre Maintenant, je me fais plutôt de nouveaux amis grâce au centre de soutien pour les personnes atteintes de troubles psychiques, maison ouverte. En dehors du centre, avec des personnes sans troubles psychiques, je communique principalement via Internet.
Au début, je ne parle pas de ma maladie, mais ensuite, je me dis là, que si je trouve des personnes à qui je juge nécessaire de le dire, alors je le dirai. En ce moment, il m'est difficile de rencontrer de nouvelles personnes. J'attends que le destin les amène. Eh bien, je commence progressivement à communiquer avec eux et à m'ouvrir. Avant, je disais tout de suite que j'étais schizophrène, mais maintenant je suis devenu plus prudent avec ça. Je ne comprends pas comment on peut cacher ça, c'est difficile. Pourquoi le cacher? En général, dès que je rencontre quelqu'un, je dis « Je suis Liu Xia, j'ai un trouble obsessionnel compulsif, j'ai ces problèmes, merci de ne pas me toucher avec les mains. » Voilà. Parfois, ça arrive soudainement, quelqu'un s'approche, te tend la main, tu le repousses, il croit que le problème vient de lui ou que tu es prétentieux. Tout de suite, encore une fois, j'éclaircis ce point immédiatement. Je dis « Le problème n'est pas vous, le problème c'est moi. Tout va bien, un bisou en l'air, tout est super, vous êtes génial, c'est moi le problème. » Souvent, j'explique aux gens que ce n'est ni de leur faute, ni un problème. Il n'y a rien à avoir honte ici. Les gens ont très honte du trouble obsessionnel compulsif. J'essaie de leur expliquer que, par exemple, si vous avez volé une vieille dame, ça, c'est mal, ça, il faut en avoir honte. C'est pas bien du tout. Mais le fait que vous ayez un trouble obsessionnel compulsif, vous n'avez rien fait de mal, vous n'êtes pas responsable de ça. Et pour avancer, vous devez l'accepter. Et les gens autour de vous doivent aussi le savoir, d'une certaine manière. Sinon, il vous sera inconfortable de vivre et mal à l'aise, il sera plus difficile d'avancer. Pour une raison, les étrangers, dans les pays de l'ex-communauté des États indépendants, les gens craignent les psychothérapeutes, les antidépresseurs ou d'être enregistrés, inventant diverses excuses. Il ne faut pas en avoir peur. Je ne sais pas, peut-être que vous arriverez à guérir, mais cela vous facilitera énormément la vie si vous allez simplement voir un médecin. Rappelez-vous, le trouble obsessionnel compulsif vous concerne, pas les autres. Il est aussi très important de ne pas forcer vos proches à faire toutes ces choses étranges que vous faites. Non, ils ne sont pas obligés de le faire. Il m'a juste fallu beaucoup de temps pour comprendre que personne n'est obligé de faire ça. Je voudrais conseiller aux personnes en bonne santé qui n'ont pas de diagnostic d'être plus tolérantes envers nous, qu'il n'y ait pas d'indifférence. À ceux qui remarquent qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux, certains symptômes, je conseillerais d'abord de s'ouvrir à leurs proches. Eh bien, si la famille comprend, alors il est possible de consulter des psychologues ou si les psychologues n'aident plus, alors un psychothérapeute. Les exemples positifs de personnes qui ont surmonté cela, qui vivent heureuses malgré tout, sont très encourageants. Vis ta vie, profitant, n'écoute personne.